un lundi soir pour parler de Venezuela et la crise. C'est vraiment militant, c'est une chose engagée. Donc, bienvenue, c'est tout le vous bienvenue. Et donc, on va parler. Bon, on a appelé la conférence une promenade aléatoire dans la science vénézuélienne d'aujourd'hui. C'est les raisons là. Voilà. Il y avait, je cherchais dans Internet, qu'est-ce que c'est la relation entre les Vénézuéliens et la France, le scientifique français. On a trouvé un mec qui s'appelait Aimé Bonpland qui marchait avec Humboldt. Il a eu une drôle de biographie, c'est très intéressant. Il a échappé bien, il mourira paraguayiste quelquefois et tout ça. Il s'était un botaniste de première ligne, mais il passait par Venezuela, il a ramassé des échantillons et il est parti. C'est tout qu'il a fait. Mais après, il trouvait M. Louis-Daniel Beaupertuis, qui est un monsieur né à. Ça qui n'est pas Martinique, c'est Guadeloupe. Voilà, il est né en Guadeloupe. Et donc, il a fait une chose vraiment intéressante, c'est qu'il a décelé que. Tiens, c'est quoi ça? Je sais pas. Regarde. Et ce mec, il a travaillé avec des moustiques. Il a montré que la maladie jeune, la fièvre jeune, ce n'est pas une chose de miasme astral, mais c'était que les moustiques, il a transmission par parasites. C'est une démonstration intéressante parce que ça s'est passé à Cumaná, c'est une ville un peu éloignée de Caracas, dans l'année 1806. Donc c'est un ancien travail de M. de Portugal. Mais M. Jean-Baptiste Alphonse Bachelier, 1911, ce qui a fait les premiers travaux connus sur la formalisation de la marche aléatoire et le mouvement brownian, que ce qui n'aimait pas trop M. Poincaré, c'est pauvre, il a trouvé un drôle d'ennemi. Donc, il avait ces caractéristiques assez intéressantes. Voilà. Son père, monsieur, comment il s'appelait le père déjà? Je n'ai pas écrit là. Alphonse. Mais il était le père, Charles Durand, scientifique, pas professionnel, mais vice-consul de Venezuela et scientifique amateur. Donc nous, au Venezuela, sommes dans l'origine de l'histoire du mouvement brownien, donc c'est normal de faire une conférence comme ça, une marche aléatoire. Ça va? Donc bon, c'est une chose pour vous. De la connexion scientifique entre la France et le Venezuela est vraiment long, vraiment bien mêlée, mais nous sommes à l'origine du mouvement brownien. C'est normal quand même. Bon. Donc ça marche aléatoire va vous montrer comment la science au Venezuela a eu des moments intéressants, des moments vraiment forts. Et après, on a une chute libre très dure qu'on dirait pas présent à cause d'une crise dont je parlerai tout à l'heure. Si je peux faire marcher ça. Ah voilà. Donc dans la science appliquée, ils ont trouvé, je vais faire une petite promenade par le précurseur de la science, de la relation entre la France et le Venezuela pour arriver à la situation actuelle. C'était M. Juan Manuel Carrigal qui, en feuilletant sa biographie, il a trouvé que le monsieur était élève de cochine, gendre, lapin et poisson. Ça c'est pas mal d'études, voir ça comme maître. Il a créé l'Académie des mathématiques à Caracas dans l'année 1831 avec des objectifs militaires, mais aussi pour faire des plans et aussi pour faire la cartographie nationale. Et comme ça, on trouve partout. Et ici, il y a eu une espèce d'invasion positiviste au Venezuela. À la France, il y avait une éclosion du positivisme et de certains chercheurs vénézuéliens. Ce monsieur-là, c'est où le nom? Ils sont deux frères. Donc, ce militant qui est là, on a trouvé la photo dans le musée de l'homme à Paris. Il y a en face de Trocadéro. Et il a écrit la cartographie maintenant de morphologie, anthropologie de tous la Venezuela après l'arrivée des colons. On dit pré-colombine.
précolombienne. Oh, voilà, de la Venezuela précolombienne. Et il a fait son travail en français, et ça existe depuis toujours, et tous les échantillons, ils restent dans les musées de l'homme. On a essayé au Venezuela de récupérer quelques-uns. Et après, comme ça, on va trouver partout, ici, la relation la plus forte de la science vénézuélienne avec la France, c'était, on a vu des ingénieurs, on a vu des militaires, mais les choses les plus mêlées étaient les médecins, la santé générale. Donc, ce monsieur qui est là, c'est José Gregorio Hernández, qui a trouvé un bon poste au ciel maintenant, parce qu'il est devenu, comment on dit, béato, je ne sais pas. Il était béatifié. Béatifié, béat. Non, mais béat, c'est quelqu'un qui est sympa. Béat, bon, je ne sais pas. Mais ces deux-là sont Luis Racetti et Pablo Constantini, qui étaient mis dans des coins chacun parce qu'ils étaient créativistes et ceux-là étaient évolutionnistes. Il y a un drôle de débat public pendant 20 ans à peu près, 15 ans. Mais tous les deux avaient fait des véritables contributions au développement de la médecine au Venezuela, la chirurgie et la microbiologie. Tous les trois ont étudié en France. C'est ça, sa formation scientifique s'est passée en France. Ça, c'est une espèce de constante pour tous ceux qui ont fait un certain succès dans leur carrière scientifique, ont passé par la France. Voilà. Pas toujours dans la science, mais il y avait des messieurs qui ont travaillé dans l'armée. Celui-là, c'est M. Francisco de Miranda. C'est quelqu'un qui a battu dans la bataille de Sardaigne pendant la Révolution. M. Dumouriez lui avait dit qu'il était un traître, que M. Robespierre avait fait couper la tête. Et monsieur, il était allé à la convention, il a dit non, c'est le méchant, c'est M. Dumouriez. Et c'était M. Dumouriez qui a pris la fuite. Donc c'est quelqu'un qui, comme un politicien, comme un militaire, était quelqu'un très bien doué. Et après, il a écrit beaucoup de lettres pour toute l'Amérique, qui étaient dans l'arrière de la déclaration d'indépendance de tous les pays du Mexique jusqu'au Chili ou à l'Argentine. Il aussi, il a vécu pas beaucoup de temps à la France, mais étant que militaire, c'est le deuxième aussi, il s'est formé dans l'école militaire française, il a travaillé à l'école polytechnique, qui s'appelle de Gao Chalbo, et celui-là, il était bien doué dans la science, ça s'appelle science militaire. Lui a fait une démonstration assez intéressante d'un type de bataille qui s'est passé au Venezuela pendant la guerre dite fédérale, une espèce de tuerie épouvantable qui se passait dans les années 60 et 70 du siècle XIX, du 19e siècle, et il a montré sur une espèce de travail comment tout ce mécanisme pour tuer les autres devenait des victoires de Napoléon. Donc, il a fait des choses et il a donné de nouvelles idées sur la science militaire. Donc, partout on trouve ça. Ça, c'est une autre chose qu'on a trouvé, Fabrice connaît bien. Il y a, vous connaissez ça, le pont Gavarri ici par Clermont-Ferrand, pas très loin. Même si Eiffel, il essayait de faire ça avec ça. Et cet exemple, c'est dans Eldorado. Eldorado, c'est un petit endroit de tout, au Venezuela, très éloigné, pas très loin de la Grande Savane, bien au sud du Venezuela, et ça reste toujours ce pont là-bas. Chaque fois que le gouvernement veut le changer, réparer, ou n'importe quoi, la population s'énerve parce que c'est la seule chose qu'il faut faire là-bas. S'il quitte le pont, bon, voilà, il n'y a rien à faire. C'est un petit endroit. Ça rien que c'est attirant, c'est très isolé, il n'y a pas grand-chose là-bas. Mais c'est le pont, le père de le pont de Gavarri. Donc, c'est ça que je veux dire que nous avons dans les développements de la science, de la mathématique, de la militaire, de l'ingénierie, et même de la politique, mais des relations bien anciennes avec la France. Oui, et c'est pour ça, jusque-là, les choses ont changé, et c'était le pétrole qui sort sur
ça s'appelle Sumaquedó, c'était un puits de pétrole qui était comme ça pendant, je ne sais pas combien de temps, un mois et demi. Et comme ça, tout le monde a fait la découverte que dans les lacs des Maracaibo, il existe beaucoup de pétrole, il en reste, et c'est ça qui a marqué le développement de l'histoire du Venezuela de ce moment-là jusqu'au présent. Nous sommes un pays dont sa vie était traversée par le pétrole et dont avait bien sûr la présence très puissante des Américains. À ce moment-là, les Américains ont introduit une différence très importante. À la place de tout ça que je viens de dire avant, qui était boursier de l'État vénézuélien, dans la politique pour avoir de bons techniciens, de bons scientifiques, etc. au Venezuela, les entreprises américaines ont créé les bourses privées pour ces travailleurs, pour ces techniciens. Et c'est une chose nouvelle au Venezuela. Les bourses d'études des entreprises privées. Ça reste. Donc, voilà. Donc, je marche vite sur une chose que j'appelais la migration faible. C'est dans ces cas-là, c'est la immigration faible. C'est le cas d'une région qui venait de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, aussi de la chute de la République de l'Espagne. Ce type de techniciens, de chercheurs, etc., ont créé un véritable mouvement scientifique au Venezuela, mais pas seulement dans la science, mais aussi dans l'éducation, l'art, la musique. Il avait des gens très bien doués, d'une grande réputation mondiale, qui sont allés à travailler au Venezuela dans une politique qui, bien sûr, dont l'explication est dans les salaires qui viennent du pétrole. On trouvait la paix, mais il y avait des gens vraiment très angoissés à cause de la situation de ces pays dans la Yougoslavie, ça s'appelait comme ça à l'époque, dans la Russie, et Polonais, beaucoup de gens de l'Ouest, de l'Est européen, et aussi de l'Espagne, qui ont créé pas mal d'instituts de recherche au Venezuela dans l'ambiance, M. Bissonnier, dans l'éducation, la médecine, etc. Et nouvellement, ici, il y a eu pas mal d'ingénieurs hydrauliques qui ont créé des conditions pour faire des grands barrets pour avoir après l'énergie hydroélectrique au Venezuela. À cette époque-là, donc, cette immigration faible de ce type de gens a fait vraiment un véritable soutien à la recherche en santé Venezuela, particulièrement dans les épidémies qui affectaient l'exploitation pétrolière. Venezuela, c'était donc le premier pays qui fait disparaître la malaria. Je ne sais pas comment on dit malaria en français. Pareil, voilà. Donc la malaria dans tous les camps pétroliers, et ils ont créé des conditions pour la construction. Ils ont bâti pas mal de bâtiments pour les ouvrières qui changent l'endroit où ils habitaient normalement, les parasites qui créaient pas mal de maladies, de la malaria, d'une chose qui s'appelle mal de Chagas, qui fait beaucoup de mal au cœur, et des autres maladies. C'était une coopération très étroite entre des médecins qui venaient de la France. Voilà, en France, on étudiait beaucoup la médecine tropicale, mais l'Angleterre et aussi le Chili. Le Chili, il a eu un petit moment, je crois que 300, quelque chose comme ça, qui a un coup d'État, et tout le monde qui était en train de travailler là-bas, ont parti au Venezuela et ont créé des études de la pédagogie. M. Pestalozzi, c'est alors quelqu'un très reconnu à l'époque, aussi bien les Chiliens, il faut le dire. C'est quelqu'un qui est retourné à ce pays. Donc, c'est notre tour à nous d'avoir une dictature. On a perdu tout cet élan de production, de modernisation, création des villes grandes. On changeait les bâtiments anciens, coloniaux, par des grands bâtiments modernes. Il y avait la construction de ça qu'on appelait urbanisation, c'est-à-dire une construction très bien conçue sur
de l'urbanisme contemporain. Vraiment intéressant, et ça s'est cassé un petit peu. Mais nous avons des mouvements scientifiques qui à l'époque n'ont pas eu bien remarqué dans les moments de la dictature que c'est ce nom qui est là, ASOVAC. L'ASOVAC, c'est donc l'association vénézuélienne pour l'avancée de la science. Et ils faisaient tous les années en conférence que c'est beau, n'était pas intéressé, n'attirait pas l'attention de la police politique qui avait interdit tout type de réunion. Mais la science, ils ont créé des choses qu'après, une fois que la dictature est tombée, même pas une semaine après, ils ont créé la première politique de l'État vénézuélien en sciences et en technologie. Et ils ont créé un institut vénézuélien de neurosciences qui était quand un Vénézuélien qu'après il est mort en Suède et qui travaillait beaucoup, mais c'est quelqu'un très isolé. Et donc il a créé beaucoup de tensions politiques avec les gens de Sovac. Et une fois que la dictature est tombée, il est parti du pays et ça a changé pour l'Institut vénézuélien de la recherche scientifique civique, dont étaient tous les gens de Sovac qui ont créé maintenant un institut de recherche avec la foi bien complexe. Ils ont créé des instituts de recherche, on dirait, classiques pour les chercheurs sur un laboratoire, etc., mais aussi des programmes d'intégration de la recherche avec la production et le travail concret au Venezuela. Concret, on dit, dans les entreprises, dans les salutures, dans les voisinages. Et ça a été très important pour la création des instituts de recherche dans les universités et dans l'industrie pétrolière. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de recherche sur le bétail et l'agriculture. Il n'y avait pas de recherche intéressante, je dirais. Peut-être qu'il y avait quelqu'un en train de faire de la génétique, etc., mais pas comme un programme. C'est ça que je veux dire. Voilà. Une fois que la démocratie occure, que c'est l'avènement de la dictature, nous avons créé des facultés de sciences, nous avons créé 4, et comme ça, on a créé une usine de chercheurs, c'était bien, et avec pas mal de profondité. On a créé je dis même qu'il n'était pas né, mais ils ont créé des circonstances assez convenables pour le développement de la science au Venezuela. Et ça s'est passé. Et ça devient la création de la faculté de Vic et de la faculté de sciences a donné le pouvoir théorique pour faire l'Institut vénézuélien de la recherche scientifique et aussi la création des organisations pour la promotion de la recherche dans chaque université. C'est ça qui est écrit là, les conseils de développement de la science et des humanités. C'est créé dans toutes les universités qui existaient à l'époque et qui avaient aussi des facultés de sciences. Pour la première fois, au Venezuela, dans l'État vénézuélien, il apparaît une politique scientifique et technologique nationale. Qu'est-ce qu'on va faire avec la science? On commence à parler donc de la formation des cadres, on commence à parler de la recherche mêlée avec les problèmes nationaux, de la recherche au niveau international, c'est-à-dire on commence à avoir une espèce de structure bureaucratique dans le bon sens pour le développement de la science. Et après, bon, ça s'ouvre. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ah, voilà. Il y a eu un programme de bourse à l'étranger, je ne sais pas pourquoi cette chose bleue là. Et toujours, les grands centres de développement, même de la SOVAC, même du VIC, tout ça, étaient vraiment contrôlés par les médecins. C'était les chefs de l'histoire. Mais après, quand on commence à se développer, les gens qui sortent des facs de sciences, on commence à voir donc l'appareil scientifique un petit peu plus fort. Bon, il y a des programmes nationaux de 4e niveau
ça qu'on appelle le programme, les études après le IIIe siècle. Là, il y a une chose remarquable tout à fait, c'est la création de la bibliothèque à Marcel Roche, qui était signalable, comment on dit, qui était signalé par l'UNESCO comme un patrimoine de la culture scientifique latino-américaine, la création de l'Institut de recherche pétrolière, qui s'est sorti d'Oidic, les programmes, les plus grands, merveilleux programmes qu'il y a eu la démocratie vénézuélienne, et c'est le programme qui s'appelle la Fondation Mariscal d'Ayacucho, que c'est un programme pour donner l'argent, pour avoir des bourses, pour les étudiants se former dans les meilleures universités du monde. C'est une chose qui s'est faite. Et une donnée très intéressante, c'est qu'à peu près entre le 85% et le 93% des gens qui sont partis avec ces bourses ont rentré au pays pour travailler là-bas. Dès qu'ils ont fini son travail, c'est tout, c'est ça. C'est un critère constant, c'est un contraste très fort avec ça qui passe maintenant. Les personnes n'étudient pas, même nulle part. C'est différent. Et un point, pour moi, très important pour le développement de la relation entre recherche, formation du niveau et la participation dans l'industrie de la création scientifique, c'est la création de l'Université Simon Bolivar, avec des critères vraiment nouveaux pour tout ça qui s'est passé au Venezuela. Je crois que c'est une politique très, 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 très intelligente de l'État vénézuélien d'avoir donné de l'argent et le pouvoir et le soutien politique pour l'existence de l'Université Simon Bolivar. C'est pas ça maintenant. Bon, une fois qu'il a dit que l'Université Simon Bolivar avait des connexions avec l'industrie, toujours on dit qu'il faut avoir une connexion avec l'industrie, mais jamais c'est assez. Tout le monde dit, non, c'est faible, il faut le faire. Mais c'est vrai qu'il a eu une dérive vers la production. Nous avons travaillé à l'INTEVEC avec beaucoup de modèles mathématiques. C'est là qu'on a connu à Marc Lamiel, à Fabrice Gamboa, et après à Didier d'Acunha Castel aussi, et peut-être aussi à Jean-Marc. Donc, ils sont encore des scientifiques français qui sont en arrière d'un développement scientifique vénézuélien, seulement qu'on les connaît parce qu'ils sont là. Et après, la recherche scientifique, il avait des vrais scientifiques et pas trop vrais scientifiques. Il a fallu faire des triers. C'était le programme qui s'appelle l'évaluation par pair. Ça s'appelle le programme de promotion des chercheurs, programme d'investigation de promotion de l'investigador, qui a permis d'avoir une véritable statistique de la recherche au Venezuela, la recherche scientifique et dans l'ingénierie. Et j'ai dit l'ingénierie parce qu'ils se sont créés une très bonne quantité d'instituts de recherche, de haute qualité techniciens, c'est-à-dire des instituts de technologie, parmi eux les appelés IUT, Institut universitaire technologique, tout contrôlé ou guidé, plutôt c'est le meilleur nom, par le gouvernement français. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5 qui étaient vraiment au même niveau que les universités traditionnelles du Venezuela et qu'ils ont donné beaucoup de développement pour la recherche, le développement et l'innovation dans les industries. Ce sont des bons moments de la science, je trouve. À l'époque, si vous parlez avec quelqu'un, comme tous les bons vénézuéliens, diraient le gouvernement, ça ne sert à rien, la recherche est laissée par terre, etc. Mais dès qu'on regarde l'histoire, les choses n'étaient pas si mauvaises que ça. Et commence au sud de l'Amérique latine des mouvements épouvantables de dictature. Ils sont une tuerie, c'était très douloureuse pour nous. Il arrivait partout, de l'Uruguay, du Brésil, à l'Argentine, du Chili, mais même du Pérou, avec des conditions très faibles du point de vue économique et existentiel même. Là-bas arrivait une deuxième vague
des chercheurs qui ont donné une nouvelle élan à la recherche au Venezuela. L'élan qui venait du Sud, c'est ça qui est révélé comme ça. Voilà, ici, peut-être, vous avez connu Mario Fierro, qui c'est quelqu'un qui était vraiment très important pour nous, parce que sans lui, nous n'avons pas jamais connu ça que ça veut dire la probabilité. Donc, il faut dire toujours merci Mario, parce qu'il a fait bien les choses. Après, bien sûr, M. Gentillesque, à Cabagne, aussi, qui a donné tout son sourire et son soutien, mais c'était vraiment Mario qui a fait les choses comme un leader. Et c'était vraiment, pour nous, agréable à faire la reconnaissance toujours chaque fois que je peux, que grâce à Mario, on a connu bien la probabilité sérieuse au monde. Voilà, c'est un livre de probabilité, sauf que j'étais un mec comme ça, pile face, mais il y a d'autres choses à faire, et c'est grâce à Mario Fierro qu'on a donné ces pas. Donc, ces langues qui viennent du Sud se mêlent par tous les pays. Maintenant, nous avons des institutions dans tous les pays, pas seulement à Caracas, pas seulement dans la médecine, pas seulement dans l'ingénierie. Donc, la recherche scientifique même avait gagné. Il y avait pas mal de gens qui nous ont fait apprendre des choses. Je crois que, bon, il a fallu avoir 20 ans pour la connaître et l'a connue dans la même course. C'est bien, c'était une chose qui nous servait beaucoup. Mais tout marchait bien jusqu'à le pétrole tombe et qu'avec le pétrole, le prix du dollar. Nous avons un dollar, une monnaie très forte, et les gens dans l'Amérique et même dans l'Europe ont essayé d'avoir d'abord Bolivar que dollar, parce que c'était plus fort. Le dollar, c'est une monnaie comme ci, comme ça, avant Bretton Woods, les accords de Bretton Woods, même que le Bolivar, c'était une monnaie vraiment forte qui a participé d'une façon protagonique dans le développement du sud de l'Espagne, de façon très importante, via ça qui s'appelle remessa, je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est l'argent que les enfants envoient à leurs grands-parents. Ça s'appelle remessa en espagnol, je ne sais pas. Comme ça, il y avait passé en France, il n'y a pas de mot. Voilà. Et alors, avec les vendredis noirs, notre monnaie plonge par terre. Et avec la monnaie qui plonge par terre, c'est le budget pour la recherche, c'est le salaire des profs, c'est la manutention de l'argent pour les universités qui plonge par terre, et toutes les relations entre les universités et les instituts de recherche, et aussi pour la production directe des entreprises, qu'est-ce que coûte. C'est-à-dire, vraiment, les moments de vendredi noir, en plus, une espèce de déception collective, tout le monde était dessus, parce que les grands bolivars sont tombés par terre. On a eu des restrictions monétaires, et la science vénézuélienne, même que était un moment difficile, comme ça arrivait, toutes les classifications de la science vénézuélienne, ça qu'on appelle les index, le coefficient pour mesurer la science, était bien placé dans la science vénézuélienne. La quantité de scientifiques par la population économiquement active, la quantité de chercheurs par 100 000 personnes, le budget pour la recherche, le budget, les salaires, c'est très important, les salaires des chercheurs, que c'est les choses qui engagent le plus à tous les mecs qui venaient de tout le monde. C'est une bonne idée d'aller travailler au Venezuela, parce qu'avec ça, vous pouvez manger. Et en plus, vous pouvez manger bien, parce qu'il avait de la viande. Donc, il avait tout ça pour bien manger, inclus l'argent. Donc, c'est un moment très attirant. Ça a donné une grande ambiance, même que c'est un crise de débat, mais à ce moment, la science vénézuélienne, il est bien placé au niveau mondial. Je ne sais pas que ça veut dire bien. Plus remarquable de parler de la science vénézuélienne que ce qui s'est passé à Costa Rica ou à Colombie. C'est ça que je veux dire. On peut parler un petit peu dans le même niveau avec les Argentins, les Brésiliens, les Mexicains, dans les côtés latino-américains. Ce moment devient alors une histoire de risque et opportunité, que c'est comme tout le monde parle maintenant de crise. Dans l'opportunité, ils sont apparus la diversification des bourses d'études internationales. C'est plus. Ah, pardon. La diversification, c'est fatigant, ça.
des bourses internationales, ça s'est arrêté. Les bourses de l'État, qu'est de l'État, il y avait toujours, mais il a apparu partout des accords avec des autres types de financement qui ne venaient pas de l'État vénézuélien. Très remarquable, la Banque interaméricaine pour le développement et les programmes de CEP, c'est le programme central, c'est pas le CEP, c'est le programme des postgradués, ça qu'après on appelait ECOSNOR. C'est un grand programme avec la France, donc il est très important de chercheurs vénézuéliens à trouver ces doctorats avec ces programmes. Parmi eux, moi, ici. Et après, autre chose très intéressante dans le moment, c'était l'interaction avec les laboratoires. Ce n'était pas seulement que la formation, la solidarité, la main sur la tête, mais la coopération entre pairs dans beaucoup de laboratoires dans le monde. Nous avons des chercheurs bien placés dans des différents laboratoires du monde, pas tous, mais quelques-uns ont resté dans ces laboratoires à l'extérieur et pas mal d'eux ont retourné au pays. Donc il y avait une dynamique de transmission d'informations qui au présent n'existe plus, que je crois que là est la clé pour faire remonter encore notre situation des sciences. On parlera sur ça tout à l'heure. Et après, dans ce moment, il s'est passé une immigration, parce que c'est bilatéral, entre les gens qui travaillaient au Venezuela, qui étaient à l'étranger, les gens vénézuéliens qui étaient allés à l'étranger, et toutes les combinaisons possibles de la E et la I pour faire migration. D'accord? Alors, et ça aussi, c'était un moment intéressant dans les années 90, qui a donné à l'université Simon Bolivar, il a décollé avec vraiment de puissantes scientifiques et technologiques dans le milieu américain. Vraiment important, ça. Ok. Un ancien un ancien quoi ça que vous voulez que se passe, c'est un quoi? Un anneau, je ne sais pas comment on dit ça en français. Un quoi? Un vœu, c'est ça que je dis, un vœu. C'est bien. Un vœu, c'était avoir un ministère pour la science. Nous avons, je ne sais pas c'est combien de bagarres, vous comprenez, bagarres scientifiques, lettres, réunions, machin, pour avoir un ministère de la science et de la technologie au Venezuela, un vieux désir. Et après, ça a devenu une très grande frustration. Nous avons eu le ministère, et avec le ministère, la première chose qui est apparue, c'est une collection de bureaucrates stupides qui arrivaient. C'est incroyable. C'est une grande idée que plonge par terre à cause de la stupidité politicienne. Pour dire, je dis ça, c'est qu'il ne reste rien dans l'intérieur de moi, même que le madame qui était la première ministre, la première personne qui est devenue ministre de la science et de la technologie, était un pédagogue assez bien doué, très culte, bien cultivé, très intéressante. Ruth Lerner, c'était sociologue, elle comprenait bien l'histoire de la science, mais il avait le problème de le contrôle politique de l'État sur la science. Et ça s'est arrêté. Mais ça va jouer un rôle très fort dans les crises qu'on vit au présent de la science vénézuélienne. Pourquoi? Parce que les ministères, et nous avons créé un intérimaire entre les ministères et les universités qui font le Conseil national, comme ici, pour de la science et la technologie et l'innovation. Et ça, c'est une politique latino-américaine. Il y avait un coin ici, au Uruguay, à l'Argentine, au Mexique, au Colombie, Chili. Et nous avons donné le premier pas à l'arrivée à ce grand vieux désir d'avoir le ministère. Avec le ministère, on a créé la loi de sciences, loi organique, je vais dire ça veut dire quoi organique? Organique, c'est une chose très importante au Venezuela. Je vais dire pourquoi. La loi organique de sciences, technologie et innovation. L'histoire de la science, des lois organiques, c'est que quelqu'un après a dit que les lois sont priorisées. Des lois plus importantes que d'autres, il y a une espèce de carrière pour les lois,
Et donc, les lois organiques, personne ne peut les changer, sinon trouve une grande majorité dans l'Assemblée. Donc, avoir une loi organique, c'est une chose puissante. C'est le pouvoir du scientifique. Ah non. Il y a une loi qui s'est démarrée, il manque un zéro ici. C'est pas un 2, c'est un zéro. C'est 2000 ans. C'est les premières années de M. Chavez au pouvoir. Et à ce moment-là, c'est la meilleure loi que nous avons eue. Oui, il avait les impôts directs pour la recherche, il avait l'assignation des budgets de prêts pour la recherche dans les laboratoires et les entreprises, le ministère, il avait beaucoup. Il était là, un peu près, toutes les choses qu'on était toujours en train de demander, d'exiger, de faire des exigences au gouvernement central. Bien évidemment, ça ne durait rien du tout. Donc les CPPN, c'est des contrôles, ils ont monté de 2001 à 2010 à peu près 11 ministres de la science. 11. Ça veut dire que personne n'était là en train de développer aucune politique scientifique, technologie et d'innovation. C'est vraiment, c'est une frustration, c'est vrai, je l'ai dit. J'étais à la tête de la SOVAC à l'époque. Bon, j'ai vécu la frustration d'avoir tout le bagage contre les ministères. On croyait qu'on avait gagné en 2005. Ils ont dit oui, tu as raison, mais non. Alors, c'est pas facile d'avoir une discussion comme ça. Oui, ça dit, c'est très important que ça bénisse à SOVAC, mais non. Alors, bon, après, tous les changements que vous regardez là, 2010, 2014, 2018 et 2020, ça, c'est une oscillation entre l'idéologie et la stupidité. Parce que ils ont. C'est l'idée d'avoir une science pour le peuple. C'est-à-dire une science idéologisée. Donc, les mecs qui font la science sérieuse sont des élitistes. Qu'il faut les tuer dans le pire, il faut les jeter, ça ira comme ça. C'est peut-être M. Pujol connaît bien cette histoire, parce que c'était vraiment dur le moment où on avait la honte d'être docteur. C'est vrai qu'il y a un docteur, mais quelle honte. C'était les traitements idéologiques publics contre la recherche, parce que c'était la création de la population, ils ont changé les paramètres pour décider qui est un chercheur et qui ne l'est pas. Donc ils ont créé une chose qui s'appelait les créateurs de la science. C'était gros, c'est un mec qui arrivait avec une boîte, je ne sais pas combien de clous, qui tournait comme ça, il dit ah, ça c'est de la science. Mais ce type de programme, que je sais, bon, c'est la rigolade, ça a devenu des centres de pas mal de budgets pour la recherche. Qu'est-ce qui s'est arrivé là? S'il avait de l'argent, s'il y avait des gens avec besoin de l'argent, c'est un mariage très facile à trouver. Et nous avons eu un moment où les chercheurs ont passé, je ne sais pas, 2000 et quelques, 3000 et quelques, à 14 000 dans 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans les universités? C'est qui a créé telle quantité de chercheurs? C'était l'argent. C'était les critères idéologiques qui disaient que le créateur de la science était la seule façon de faire science dans le monde. Bien sûr que ce n'est pas... J'ai fait une petite caricature de ça, parce que les autres gens continuent à travailler. Il y a une situation de confrontation, comment chaque part est pire que l'intérieur, une confrontation très forte qui a devenu, avec la fuite de pas mal de chercheurs dans les années 2013 jusqu'à 2017. C'est la première vague de ça qu'on parle maintenant de la diaspora vénézuélienne. Pas mal de chercheurs de très bon niveau, très très bons, ils sont partis vers ces laboratoires où ils voulaient les contrater. Avec un très bon dossier, ils trouvaient de la place ici, là-bas, et ça remonte la descente, même avec les créateurs de la science, de la quantité de projets, d'idées, des programmes qu'on pouvait travailler avec les budgets de la science. Ça venait exprimé surtout dans la transformation de la loi de 2014 qui a changé les critères
de sélection de programmes pour l'argent qu'on prenait des impôts directs de la loi des sciences et technologies. C'est douloureux. Vraiment, parce qu'à l'époque, on a perdu tout. Il avait de l'argent ici, bon. Si on rédigeait bien les choses, le peuple est vraiment intéressé, les équations différentielles, stochastiques, dans le machin. Donc, vous pouvez rédiger une chose comme ça, ils vont dire, oh, ouais, ça c'est pour le peuple, alors aussi. Mais après, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté carrément. Il n'a rien. Il disparaît. Où étaient allés les gens de la loi organique de sciences et technologies, et pire encore, dans la transformation, la rénovation des années 2018, dans l'année 2018, c'est pire parce que c'est maintenant, c'était une nouvelle structure bureaucratique qui s'appelle le Fonds national pour la science et la technologie, appelé FONASI, a pris tout cet argent. Ça crée un monde qui pour moi est vraiment triste parce que nous avons à la main beaucoup de possibilités d'avoir de très bons développements de la science, même avec un gouvernement dans lequel nous ne sommes pas d'accord. Il avait la possibilité de créer des consensus politiques par la politique scientifique, qu'on a pu transformer des choses plus créatives, plus efficaces. L'efficacité est perdue et tout ça a devenu une perte regrettable parce que c'était que les contrôles politiques à l'époque. C'est une époque, il faut le dire, il faut tout dire, des confrontations politiques vénézuéliennes très fortes. Il y avait un bon pays ici, un bon là-bas, et tous les bons, tous les méchants, tous les méchants, tous les bons. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais nous avons passé à côté de la guerre civile. C'est vrai, on était... Le vocabulaire était vraiment de la guerre. Tu dois mourir, il faut te tuer, on va tuer ta famille, etc. C'était la monnaie courante dans tous les débats. Et ça, avec la perte de la capacité de production de pétrole, car c'est réduit à rien, les prix du pétrole qui sont plongés de 120 $ à peu près le tonneau de pétrole, il a descendu à 14. La production a passé de 3,5 millions de tonneaux de pétrole à presque moins que 100 000. Donc un pays dont tout son argent vient du pétrole, vous pouvez clairement voir qu'est-ce qu'il était en train dans une crise très dramatique. Dans cette crise, la science n'était pas vaccinée. Même qu'il n'y avait pas une pandémie antiscientifique, et la structure scientifique vénézuélienne a reçu un très dur coup, très fort. Dans l'année 18, comme dans l'année 17, commence en plus dans ces situations qui avaient créé une science faible, affaiblie, qui avait créé une situation de destruction partielle de l'appareil scientifique, et la tension politique, et aussi l'isolation. Voilà, l'isolement, merci. L'isolement de gouvernement par une coalition politique gigantesque, plus grande que ceux qui ont refusé à Hitler. Ce n'est pas donné. Et avec ça, ils sont sortis une chose qui s'appelle les sanctions, que c'est la restriction de certains types de mouvements économiques de l'argent vénézuélien. On n'a pas le droit de voir, on n'est pas de SWIFT, c'est pour ça qu'on ne peut pas rien faire avec les donations de certains dans cette salle, parce qu'il n'y avait pas de SWIFT pour Venezuela, et il n'y avait pas de possibilité d'acheter des produits pour les laboratoires. Après, ça a changé, ça a produit une aperture, et donc il a resté plutôt que l'excuse par rapport aux sanctions. Au début, ils ont fait du mal. Au présent, les choses sont un petit peu différentes, et on va parler de tout ça. Donc, la lentille, il était plein de bonnes idées et de très mauvaises idées. Et ces mauvaises idées, on le sait, en science en crise. La migration forte. Voilà. Ça, c'est maintenant la migration. C'est Fabrice qui m'a fait ça.
c'est la chute libre de la science au Venezuela. Le pays a plongé dans la crise. On a passé de perdre de certains chercheurs, de certains techniciens, des médecins, on dirait une migration chic. On ne va pas parler comme ça. Comme après, il a sorti tout le monde, dans n'importe à quelles conditions. Je ne sais pas si vous avez écouté parler de ça qu'on appelle la forêt de Darien. C'est un endroit diabolique qui est entre Panama et la Colombie, donc il tue pas mal de gens, vraiment pauvres, qui passent par là en cherchant le rêve américain. C'est difficile la situation de beaucoup de Vénézuéliens. Il y a la plus grande migration, je crois que sont des mecs courageux comme tout, et qu'ils sont vraiment désespérés de sortir des situations économiques très dures comme vivent au Venezuela. Ils se sont partis par là. C'est un petit tomate, il faut le faire. Donc la migration forte fait que pas seulement le professionnel part du pays. Ça part du pays. Les familles professionnelles, ceux qui connaissent les familles professionnelles, ceux qui connaissent la famille professionnelle. Autrement dit, ça commence une migration énorme que jusqu'à présent, la ONU a fait une évaluation de combien de gens sont partis de Venezuela dans les dernières, de 1917 jusque-là, et ça passe les migrants de Syrie, de tous les pays qui sont en guerre. Nous n'avons pas qu'une guerre économique, c'est-à-dire une guerre contre la population qui est en train de... Il y a la famine, il n'y a pas de médicaments. Donc à ce moment-là, comment est-ce qu'on va dire? Non, les laboratoires de statistiques, modèles aléatoires de la OCDE ont besoin d'un budget. Comment on dit ça? En face d'une population qui ne trouve pas le repas. C'est dur, c'est difficile. C'est la condition, l'espérance conditionnelle par la sigma algébrale de la société. Et voilà. Et donc, la projection là, c'est l'horreur. C'est difficile, c'est dur. Bon, c'est la chute libre avec la migration partout des données. Ils sont la publication des papiers de 2000 jusqu'à 2019. Ce sont des différentes sources de papiers publiés. Ça, c'est les 5 Citation Index, qui est très importante pour le PPI dont je parlais tout à l'heure. Tout le monde était bon ou mauvais par rapport à la science Citation Index. Ça veut dire que tout le monde vénézuélien essaye d'avoir des papiers qui soient regardés par les sciences Citation Index. Regardez comme ça vient de bouger. Et là, il y a des mensonges. Ce sont des données qui m'ont donné un rapport très important qu'a fait le Conseil de développement de la science et de les humanités de l'Université de Lausanne, de la ULA, parce que si vous regardez, et apparemment 17, 18, 19, ça il a petit monté, il y a 1600, etc. Et ça c'est faux. Ça c'est faux pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui sont déjà partis, ils signent toujours comme des profs des universités vénézuéliennes. Mais la vraie vérité, c'est qu'il n'y a pas d'élèves, multiplions plus, même petit plus. Dès la moitié sont au pays, c'est-à-dire 800. Nous avons fait des calculs avec Ismaël Ronald, qui est quelqu'un qui aime bien les numéros, de ça qui s'appelle la bibliométrie. Et nous avons remarqué qu'à peu près presque 600 personnes, 690, une chose comme ça, sont vraiment des gens qui ont publié des papiers et qui habitent au Venezuela et font son travail de scientifique dans les laboratoires du pays. Donc, ça, il faut les couper à la moitié. Et celui-là, ça couper à la moitié, ça montre une chute, une tendance dans la décroissance très remarquée. La même chose, c'est pour le Scopus, que je ne sais pas quoi, qui travaille à Scopus, que ce sont des gens qui sont des médecins, des choses comme ça, qui emploient ce type de bibliométrie. Voilà. Attends. Si vous regardez le nombre de chercheurs qu'il y avait dans les pays, inscrits, enregistrés dans le ministère, était écrit 6831 dans les années des grands rapports, 2013, 2014, notre créateur scientifique, les innovateurs, la science populaire, après là-bas, de 2012 jusqu'à 2015. Eux qui remarquent que ça ne sert à rien, il n'y a pas de rapport, tout ça a disparu.
moi, j'ai fait l'évaluation d'un projet de biotério-écologique, je ne sais pas quoi, qui va créer, je ne sais pas combien de laboratoires. 120 laboratoires étaient de stratégie. J'ai fait l'évaluation, je dis que c'est un vrai escroquerie, ça. Il n'y a rien de sérieux. Bon, le mec, il a trouvé l'argent, et le mec, il a 200, et il est parti du pays, avec l'argent, bien sûr, et il n'a rien fait. Ce type de projet, donc c'est très difficile. Tu as un pays qui est en crise. Tu remarques clairement que l'argent est en train de disparaître, et il y a quelqu'un qui fait comme ça, en train de jeter de l'argent partout. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est humain. Tu vas prendre. Il faut manger quand même. Oh, il y a la dignité, il y a autre chose, mais je dis, un moyen de la population, va essayer d'avoir un alibi pour sa crise personnelle. C'est ça. Et qu'on commence à se remarquer, ce numéro-là a descendu jusqu'à 5200. Dans les chercheurs qui sont enregistrés par les ministères. Il reste toujours les créateurs scientifiques là. C'est-à-dire que c'est une contraction très forte de la production scientifique au Venezuela. Bon, ça c'est la population économiquement active, c'est les chercheurs par 1000 habitants, c'est pas 1000, c'est 100 000 habitants, et Venezuela c'est le plus petit. Avant, je vous avais dit que Venezuela avait rentré dans les bons rapports internationaux, et c'était le deuxième de ce type après le troisième. Brésil, Argentina, Venezuela, seulement 5 ans avant, 7 ans avant. Tout ça a disparu. Et voilà pour l'université Simon Bolivar, qui lui dit que c'est très important. Ça, c'est la disparition des chercheurs, des professeurs et des élèves. Toutes les universités disent une chose comme ça. Les choses bleues sont la mission de tout qui est en bas. Et le plus important pour moi, peut-être parce que je suis mathématicien, c'est la division des sciences physiques et mathématiques. La couleur orange, je ne sais pas quelle couleur c'est ça, le plus grand, ça descend systématiquement. Ça disparaît, toutes les recherches, ça qu'on avait parlé de la statistique bayésienne, c'était la grande école latino-américaine de la statistique bayésienne, c'était là, ça disparaît. Tout, bon, ça veut dire que pas tout est mauvais. Et ça se passe dans l'université qui était à l'avant-garde de la recherche technologique et de l'intégration avec l'industrie. Dans mon université, les clés pour le développement de la recherche de l'université, c'était que le prof gagnait assez pour être d'éducation exclusive. Ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de travailler ailleurs. On dit le salaire, c'est assez suffisant pour rester tout le temps sur les laboratoires, sur les bouquins, etc., en travaillant pour la science. Et dans mon école mathématique, nous étions en un certain moment 72 lecteurs à niveau international. Maintenant, il restait 4. 3 avec l'âge pour prendre la retraite. Presque 90 profs à d'éducation inclusive qui étaient en train de faire sa formation pour arriver à PhD, en partie pour trouver un deuxième, un troisième emploi pour avoir assez d'argent. C'est-à-dire qu'une institution pour la recherche est devenue un lycée un petit peu faible. Comme ça, passe partout. Le nombre d'étudiants passés de 70 000 à l'université centrale jusqu'à 18 000 cette année. Il y a au milieu de passer deux choses très difficiles, une chose qui n'est pas connue, que on appelle le blocage électrique, on appelle ça l'apagon, qui s'est passé pendant 10 jours sans électricité. Presque tous les gens qui travaillaient en chose de l'informatique, les gens qui avaient des travaux individuels, ont passé à chômage, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et le Covid-19, c'est des choses, nous venons d'Yann, d'une crise très sévère, et c'est des choses à donner un aide fatale, diabolique, pour faire crever l'université. Au milieu de ça, il y a des gens qui travaillent.
C'est-à-dire, il y a des choses difficiles, c'est un moment difficile, et la meilleure chose qu'on peut faire pour supérer un moment difficile, c'est le reconnaître. C'est pas facile. Bon, il continue de donner, vous pouvez remarquer la quantité de professionnels qui se sont partis à différents pays. Voilà les Vénézuéliens, la quantité, qui sont dans 6 pays, Argentine, Colombie, Chili, Pérou, Espagne, aux États-Unis. Ils sont 2 700 000, mais professionnels, ils sont un petit peu plus loin, donc un tiers, même moi, je ne sais pas 40%, c'est 1 061 000. Parmi eux, les ingénieurs, 161 000. C'est-à-dire que le pays a perdu des techniciens de niveau pour le développement de l'industrie. Comme ça, on peut trouver des chiffres comme ça partout. Et ça, c'est un chiffre difficile à avaler. Allons-y. Voilà. Un petit passage pour la radiographie de l'enseignement universitaire vénézuélien dans les cours des dernières décennies. Ces données qui sont là a été ramassé par quelqu'un qui a été le premier ministre des Sciences, le deuxième ministre des Sciences et Technologies de Chavez, qui maintenant est parti au Miami. Ce monsieur-là a dit que 2014, les frais pour des budgets pour la science supérieure étaient à peu près les 7,19%. Ça, c'est le plus grand de l'Amérique, je crois, après le Brésil. C'est pas mal comme pourcentage. C'est ça qu'on fait avec ça, que c'est l'histoire. Dans 2013, c'est sur 62 000, etc., profs dans les établissements de la science supérieure, seulement 31 000 travaillaient en plein temps. Ça que je vous dis, la crise a fait que les gens laissent la dédication exclusive de plein temps pour trouver travail ailleurs. Ça implique une affaire très importante dans la formation des chercheurs. Le nombre total d'inscriptions dans le premier cycle, le troisième cycle des universités était 1 800 000 et quelques dans 2010. Ça s'est passé à 2 200 000 en 2014 parce que le gouvernement a une politique dont on pourrait être d'accord, comme disait M. Victor Hugo, chaque fois qu'on crée une école, on ferme une position, ça c'est bien, il faut avoir beaucoup d'universités, mais d'universités. C'est ça le problème. L'université avec des étudiants, mais pas des professeurs, c'est pas l'université. C'est une chose où il y a des gens. Donc, ouais, et c'est ça qui s'est passé. Nous avons beaucoup d'universités. C'est pas. Dis-moi, l'université de la construction des tatous, je ne sais pas quoi, on l'a. Ça que tu veux. Oui, ça que tu veux, n'importe quoi, université, tu peux avoir les sports de haut risque, tout ça, il existe l'université. Mais alors, on commence à demander qui est là, qui donne les cours, comment est-ce que vous avez un programme de recherche là-bas, qui paye la recherche. Ah, ça c'est l'élitisme. Donc ça c'est l'idéologie en train de détruire un appareil de formation supérieure. Les inscriptions, donc, ont passé de 2 millions, maintenant, à 1,60 000, 1,6 million. Ça tombe par terre. Même les universités qui sont créées, parce que, c'est intéressant ça, dans la diaspora, la migration massive de Vénézuéliens, il n'y a pas une sélection politique. Il n'y a pas que la sélection naturelle. Les plus forts, ils gagnent. Ceux qui s'adaptent le mieux, c'est lui qui passe les barrières pour la ligne. N'importe si elle est chaviste ou pas. C'est une situation économique dramatique pour toute la population. Et avec comme ça, on a 68 universités, 61 publiques, 13, pas comme 13, privées. Et 2016, on avait 10 382 chercheurs, et qui sont les chiffres par rapport à certains pays du monde. Et après, maintenant, vous avez vu qu'il ne reste que les 0,35%. Donc, dès 2016 à 2020, le pays a fait une contraction dans la recherche scientifique très forte. Il faut dire que ça c'est avant les sanctions. Les sanctions remontent au fin 2017. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité claire
de la conduction de sciences et technologies de l'État vénézuélien. Bon, voilà, il y a beaucoup de données, combien on gagne, ça nous donne la honte. On est arrivé à gagner $15 par mois, donc c'est normal qu'on ne peut pas travailler avec ça. Mais si tu gagnes $15 par mois, ça veut dire 3 bières et un peu de, je ne sais pas quoi, un clignotant, et c'est quoi la ligne. C'est fini, non? Et qui, comme ça, tu ne peux pas garder les chercheurs. Moi, tu ne peux pas inviter quelqu'un de l'extérieur. Et moi, tu ne peux pas faire une compromis, des coopérations avec les universités. C'est difficile. Tu fais des accords de coopération avec l'université centrale de Venezuela, machin. Et après, tu payes avec quoi? Et tu payes quoi avec le sac d'argent que tu trouves? Donc, ça passe de la coopération scientifique à la charité. Donc, ce n'est pas pour faire la science. Bon, et ça commence, ça continue. Ok. Tout ça montre que c'est la crise et le blocage de l'électricité électrique, ça veut dire ça Internet, la hyperinflation, parce que tu sais, quand on est en mauvaise condition, c'est le monde qui fait des choses pour que tu sois pire. Alors que c'était l'inflation qui est devenue hyper, c'était la hyperinflation la plus longue de l'histoire et la plus haute dans toute l'histoire. Et dès qu'ils font l'édition d'inflation, la presque disparition du salaire, histoire des sanctions, et c'est important ça, la chute de PDVSA. PDVSA était la deuxième industrie pétrolière du monde il y a en 2005. Et maintenant, ça n'existe plus. Il n'y a pas, et c'était la caisse de l'argent vénézuélien. Bon, alors, et après, ça, la pandémie. Que faire? Pour les gouvernements, bon, c'est facile, tout est parfait. Sauf les sanctions, tout marche bien, sauf le méchant qui dit les choses comme toi, tout est bien. Pour la position politique, c'est pareil, par la mer. Tout est perdu. Rien à faire. C'est la mort. Nous sommes arrivés à la fin. Et les scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent au secours? Et moi, on doit faire quelque chose. Et c'est là qu'on va essayer de trouver des solutions, je ne sais pas si des solutions, mais de certains alibis pour la continuation d'un programme de recherche au Venezuela. Et il y a l'expérience qui est facile. J'ai parlé avec pas mal de chercheurs pour faire cet exposé, pour voir ce que c'est ça qu'ils pensaient. J'ai parlé avec ces 3, 4 qui sont là. 4, j'ai parlé avec 3. Par exemple, les laboratoires de virologie, de mycologie agricole et de thérapie cellulaire de l'Institut de recherche qui s'appelle IBIC ont reçu des soutiens du gouvernement pour continuer son travail. Là, Flor Pujol, qui est une espèce de sainte vénézuélienne, c'est quelqu'un qui a supporté les conditions les plus difficiles et il a fait vraiment une participation importante dans le contrôle de la maladie de Covid-19. Et il a trouvé aussi, elle et toute son équipe. J'ai écrit là pour ce frère-là, il faut être génétique. Mais Flore, vraiment, elle est une capitaine de la recherche de la virologie au Venezuela. À la mycologie, c'est un cas intéressant. Flore, ce n'est pas un militant chaviste. Il vient de dire que la fidélité au chavisme était une des clés pour la condition de biologisation de la relation avec l'État. Et ça ne passe pas avec Gioconda Punto de Sambla, que c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour travailler à la mycologie. Et maintenant qu'ils ont besoin de faire redémarrer la production agricole au Venezuela avec des accords avec le gouvernement d'Iran qui lui ont donné des gigantesques quantités de terrain pour faire la plantation de ce pas quelque chose, ils ont besoin de les contrôles biologiques des produits parce que les produits bio, c'est ça qui peut trouver la place dans certains marchés européens. Et donc, ils sont récupérés des anciens chercheurs, comme Gioconda Punto Sambla. Ce monsieur-là, oui, il est pour moi le meilleur diplomate du Venezuela. Il fait tirer l'argent à n'importe qui. C'est vraiment, c'est incroyable. Ouais, je connais lui depuis qu'il était petit. Hein. C'est un copain normal de là-bas de mon quartier.
Et il s'appelle José Carrier et il travaille ça qu'il appelle la thérapie cellulaire, c'est de la restauration avec des cellules mères. Il s'est fait inviter par Maduro. Il a trouvé qu'ils ont acheté des machins pour le laboratoire un petit peu au-dessus de $800,000. Tout le monde a vraiment envie, la haine contre lui. C'est normal. Ouais, et après, la semaine prochaine, il aura lieu au Venezuela un foire de sciences et technologies de l'Iran et du Venezuela. Qu'est-ce qu'on va partager de la production des sciences et technologies de l'Iran et du Venezuela? Pourquoi je mis là? Parce que là, c'est le nom de Gabriela Jiménez Ramírez. Cette madame a devenu de ministre de la science à vice-présidente de la science. Et il y en a, et c'est elle qui travaille avec ces trois-là. Il a compris très bien les besoins de budget pour la recherche scientifique au Venezuela. Elle est élève à la fac des sciences de l'Université centrale de Venezuela. Et vraiment, je crois qu'il y a un changement dans la conduite du gouvernement par rapport à la recherche. Je ne sais pas si est-ce qu'ils ont besoin de ces trois laboratoires, si est-ce qu'ils ont mis des autres laboratoires qui seront traités comme ces trois-là. Mais il y a un changement sur lequel il faut être attentif. Ce sont des expériences à suivre. Donc ça, c'est différent à dire tout est pourri, rien à faire, on doit partir du pays, arrêter de parler du pays. Ça, c'est différent. Ce sont des gens qui supportent des choses des côtés politiques, personnels, fortement. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense qu'on doit faire? Il y a des endroits où les pays, pour l'ancienne politique, pour la récupération de l'appareil scientifique. Il y a une chose qui a été faite par les Chinois qui s'appelle les zones économiques spéciales. Ce sont des endroits où il n'y a pas de loi pour faire la production, là, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a rien, il n'y a que l'argent. Donc, c'est ça qui était fait au début par Deng Xiaoping. C'était la première proposition, mais après tout le monde a fait la copie de ça. Il n'y a pas besoin d'être communiste pour le faire, parce que, je ne sais pas, à peu près, je crois qu'il y a quelque chose comme 1500 zones spéciales avec la même idée par tous les sud-est de l'Asie. Et le relancement de l'économie privée, que c'est un voie pour faire participer l'innovation, ça commence à se bouger avec des accords de certains secteurs de gouvernement. Tous ces gens-là sont toujours dehors du gouvernement. Et il y a une chose qui est passée au Venezuela dans les dernières 2 années, qu'il faut être attentif. Les gens ont arrêté de vivre de la rente de l'argent du pétrole. Donc les gens conseillent de vivre n'importe quoi. Soit la tension là, dans l'Internet, soit la fabrication du pain ou de n'importe quoi. Mais le cercle que la vérité, c'est qu'il y a à peu près 7 millions de personnes dans ce qu'on appelle petite entrepreneurs qui sont en train de faire vivre l'économie. Et ça bouge. Ça soit que, je ne sais pas si vous avez écouté, qu'il y a pas mal de petites monnaies de dollars dans la rue et que c'est une accumulation originale du capital, dit M. Marx. Et ça se passe avec 7 millions d'entrepreneurs qui auront besoin de certains types de relancement de la recherche dans la technologie, dans la médecine, dans l'organisation sociale, dans l'ingénierie, dans la réorganisation de cette structure où il y a parfois un mouvement assez intéressant que je viens de déceler il y a, je ne sais pas, 100 jours, que c'est la production vécinale, le voisinage en train de faire des productions en espèce de commune qui commence à se développer pour la voie de la besoin qui a l'humanité dans ce voisinage. Et une autre qui peut faire un rôle important, c'est le relancement des universités et la solidarité sur les universités. C'est interdit de parler en France sans demander de l'argent pour la aide. Donc c'est ça qu'il faut faire. Les universités ont besoin de soutien, ont besoin de certains soutiens pour
relancer ces programmes. C'est pas facile, hein? Et si vous pensez le nombre que je viens de vous donner dans l'école de mathématiques, c'est difficile d'avoir une troupe de mecs qui travaillent sur les sciences des données. C'est pas facile. Bon, mais ce sont les territoires où le talon peut circuler. C'est un mot qui commence à gagner l'espace. C'est un mot parce qu'avant, tout le monde parlait de la fuite des talons. Je suis contre cette idée. Je crois qu'une fois que les Vénézuéliens sont sortis et qu'ils sont trouvés une position dans certains endroits, il faut avoir des politiques de coopération entre eux pour récupérer, si elle ne veut pas retourner, si elle veut retourner au pas, c'est une histoire à lui, mais de récupérer ça qu'il a mis pour faire que ça, là, ils sont là, nous, qui sommes là, pouvons remonter ces difficiles situations. Je crois que le chemin est là, en passant par ce type d'allée. Il y a des choses à faire, et ça, c'est pas de bon politique, des accords entre les gouvernements et les structures de la science au Venezuela. Donc, la institutionnalisation pour une nouvelle gouvernance pour la science et la technologie est demandée au présent pour sortir de cette crise. Donc, il y a un nouveau acteur à la société civile, le secteur privé, les alliances internationales, la solidarité autant qu'interaction, pas la solidarité, mais l'interaction, et un consensus institutionnel avec ceux qui contrôlent les institutions. Voilà. C'est là, on a travaillé avec toutes ces quantités de gens. Normalement, personne lit les bibliographies de ces Français, donc je ne passe pas là. Et ce sont les gens qui lui passaient un coup de fil partout. Oui, ils sont tous là. Tous ceux sont des chercheurs scientifiques vénézuéliens qui sont au Venezuela, sauf les dernières deux. Alfredo Padilla, ceux qui, quand ils travaillent dans l'organisation des entrepreneurs et qui vient donner cette information sur la gigantesque quantité de Vénézuéliens qui sont sortis du contrôle économique de l'État vénézuélien et qui travaillent avec son argent, ça qu'on appelle entrepreneur, et Nazarbayev qui m'a fait le bien de monter toute cette explosion. Merci beaucoup.